Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Et tout d'abord, les titres. Encore quelques réglages et le Gabon intégrera le processus de Kimberley. Le ministre des Mines a reçu une délégation d'experts ce lundi venus s'enquérir du niveau des préparatifs du Gabon pour rejoindre ce système de certification de diamants bruts. Vous verrez en Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara a pris le contre-pied de ses militants en déclinant l'offre de la présidence du Rassemblement des Républicains RDR, proposant contre toute attente à la clôture du congrès du parti Henriette Dagri Diabaté, 82 ans, qui a été élu par acclamation. Et nous irons aux États-Unis où Donald Trump a observé ce lundi une minute de silence depuis la Maison-Blanche pour marquer le 16e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Le drapeau flottant sur la Maison-Blanche était en berne en mémoire des victimes de ces attentats qui ont fait près de 3000 morts aux États-Unis en plein bras de fer avec la Corée du Nord. Trump a assuré que l'Amérique n'oublierait pas et ne se laisserait jamais intimider. Voilà pour le fil conducteur de cette session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Nous commençons par la page du Gabon et je vous le disais à l'instant, le ministre des Mines, Christian Mayanya, a reçu ce lundi à son cabinet une mission d'experts du processus Kimberley. La délégation est allée faire le point sur les objectifs de la visite de 4 jours en terre gabonaise, axée sur l'évaluation des préparatifs du Gabon. Chimène Sandra Senghone sur les images de nos confrères de Gabon Télévision. Conduite par Maurice Miema, la mission d'experts du processus de Kimberley a eu une séance de travail avec le ministre des Mines ce lundi à Libreville. La délégation qui devra séjourner en terre gabonaise pendant 4 jours a eu une réunion de mise au point avec Christian Mayanya avant d'évaluer les préparatifs du Gabon qui veut intégrer le processus de Kimberley. Nous sommes envoyés pour venir évaluer les préparatifs du Gabon parce que le Gabon a écrit au processus de Kimberley pour adhérer à ce processus de Kimberley et pour voir si le Gabon a déjà mis en place ce qui lui a été recommandé comme préalable pour pouvoir adhérer au processus de Kimberley. Nous avons eu pratiquement le feu vert de la part de l'autorité qui a le secteur dans ses attributions pour que nous puissions commencer cette mission. Cet accord auquel le Gabon veut adhérer permettra, entre autres, une meilleure transparence et traçabilité de sa filière diamantifère. L'adhésion du Gabon au processus de Kimberley va permettre donc non seulement de protéger les producteurs de diamants, mais également permet donc l'introduction dans notre économie des investisseurs directs étrangers qui viendront valoriser donc ces gisements, mais améliorer évidemment le processus de valorisation de cette ressource et abonder donc dans notre économie des ressources financières, des nouveaux acteurs et bien sûr de l'emploi. Mais ce qui est important ici, ce qui est visé derrière le processus de Kimberley, c'est bien sûr la traçabilité, c'est la transparence, mais c'est surtout un meilleur revenu de l'État. Bien que n'étant pas grand producteur de diamants, le Gabon regorge plus d'un bassin de production. Les principaux bassins sont ceux de Makongonio, Mbigou, Malinga pour la province de Langounier dans le sud du Gabon et Mindik pour le Olentem dans le nord. Des études récentes ont révélé l'existence de diamants à Lastorville dans le Gouelolo au centre-est et à Okonja dans le Haut-Ogooué dans le sud-est du pays. Après l'opération Jeune Entrepreneur Café Cacao GK, dont le but était de former les jeunes à un retour à la terre pour la culture du café cacao qui a connu un succès sans précédent dans la province du Wellington. Nous sommes là au nord du Gabon. De la théorie à la pratique, le projet a connu une évolution considérable. Les plantations sont visibles sur le terrain à Oyem, Bitam et Mivoul. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Le constat de nos envoyés spéciaux dans le Wellington, Chimène Sandra Senghone et Franck Mundunga. L'objectif du programme Jeune Entrepreneur Café Cacao GK est de favoriser l'insertion des jeunes dans la culture du café cacao, toute chose qui participe à la diversification de l'économie gabonaise. Cette volonté du gouvernement a reçu un écho favorable chez les jeunes, notamment de la province du Wellington dans le nord du Gabon. Des jeunes d'Oyem, de Bitam et de Mivoul qui ont manifesté depuis 9 mois leur adhésion depuis. Le directeur général de la Caisse de stabilisation des péréquations est allé constater l'avancement des travaux champêtres sur les sites concernés en présence des bénéficiaires. La direction générale de la Caisse Stab est vraiment heureuse de voir que les jeunes du programme s'investissent. Les plantations ont été mises en place. Nous avons terminé le nettoyage,
le tronçonnage, l'abattage. Et dans quelques jours, sur cette plantation par exemple, nous allons procéder au piquetage qui va permettre aux jeunes de commencer à planter dans quelques semaines les premiers rejets de bananes. Et surtout, qu'ils comprennent que ce programme est très important, pas juste pour nous, pour le président de la République et pour le Gabon tout entier. Pour les heureux propriétaires, le rêve a cédé la place à la certitude. Nous sommes dans ma plantation de Bolsoville, la Mivoul, dans le Wellington. Et elle a une superficie de 1 hectare, car dans le projet, c'est 1 hectare par jeune. Il faut avoir confiance en votre pays. Toutes les opérations sont financées par la Caisse stable, à partir même de la formation jusqu'à l'exploitation même, puisqu'on a 3 ans qui vont nous suivre. Et ils prennent presque tout en charge. Je suis sur mon site à Ebeng. J'espère relancer moi-même au-delà du projet GK. Pour le directeur général de la Caisse stable, l'agriculteur de demain devrait maîtriser la culture et la gestion du café cacao en associant avec d'autres cultures, d'où le programme GK qui a été mis en place au profit de la jeunesse gabonaise. La phase de piquetage qui consiste à planter les premiers rejets de bananes démarre dans quelques jours sur les différents sites, au grand bonheur des bénéficiaires dont l'assistance technique de la Caisse stable leur permettra de devenir des entrepreneurs agricoles. Il faut dire que la Caisse de stabilisation et péréquation a lancé depuis le mois d'août dernier un programme d'aide aux planteurs en zone rurale. Le week-end écoulé, dont le directeur général de cette entité a fait une visite de terrain à Minzik. Et nous sommes là toujours dans le nord du Gabon pour vérifier l'avancée de cette initiative. Le compte rendu de Lariska Lormamengi et Tex Akigassam. C'est pour venir en aide aux personnes âgées détentrices de plantations de cacao abandonnées que la Caisse de stabilisation et de péréquation a mis en place le programme d'aide aux planteurs. Le directeur général de la Caisse stable a fait une visite de terrain pour la sensibilisation dans la ville de Minzik, dans le nord du Gabon. La Caisse stable, on s'est dit, on ne peut pas laisser nos mamans et nos papas avec le cacao comme ça qui pourrit. Donc il faut qu'on puisse faire quelque chose pour eux aussi. On a décidé de travailler avec des jeunes Gabonais, de les envoyer dans ces plantations et de récolter à la place de ces mamans et de ces papas. Non seulement la Caisse stable récolte, la Caisse stable achète, la Caisse stable transporte, fermente, sèche. Tout ça, ça a un prix, ça coûte extrêmement cher et on a essayé aujourd'hui de convaincre nos mamans et nos papas ici qu'il ne faut pas qu'ils proposent des prix trop élevés. Ce programme devrait permettre aux villageois de retrouver une autonomie financière tout en fournissant moins d'efforts de la récolte à la vente, en passant par le transport des cabosses de cacao, bien que la question du prix de vente des cabosses reste encore en discussion. Les vieilles mamans sont contentes du projet parce qu'ils ne sont plus capables d'entretenir les plantations de leur mari, laissées de leur mari, parce qu'ils sont déjà fatigués, leurs maris sont déjà morts, et les plantations sont déjà fermées. Mais quand un projet comme ça arrive, elles sont contentes. Les mamans ont demandé à ce qu'on leur augmente un peu le prix sur la cabosse. Le programme d'aide aux personnes âgées a été lancé en début de mois d'août de cette année. Jusqu'ici, plus d'une centaine de kilos de cabosses de cacao a été récolté. Et pour tourner la page Gabon, 2 infrastructures sportives dans le centre équestre ont reçu ce lundi la visite du patron en charge des sports. Objectif, toucher du doigt l'avancement des travaux, mais aussi leur fonctionnement tel que nous le rapportent Limbris Boubala et Fred Ndongo. Parmi les infrastructures qui ont été visitées, il y a le centre équestre Cavalier du Gabon situé à Ingé-de-Pierre du Golfe de Iaï dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Le centre spécialisé dans l'équitation et le dressage des chevaux, agréablement surpris par cette descente du ministre, n'a pas manqué via sa responsable de faire état de quelques difficultés rencontrées au quotidien. Nous découvrons là des choses que l'on voit qu'à la télé. Vous-même, vous allez souvent jouer au tiercé. Vous avez une activité équestre importante à Libreville. Je pense que c'est une activité saine. Je pense que c'est une activité que tous nos enfants peuvent pratiquer. Et de plus en plus, nous allons attirer nos enfants vers des activités comme ça, ludiques, sportives et moins violentes. Il existe vraisemblablement un véritable potentiel que le Gabonais devrait saisir, allusion faite ici à la discipline, pense le ministre des Sports qui a personnellement fait le tour des locaux et donné les objectifs de sa visite. Découvrir ce sport
qui effectivement est méconnu. Je pense que Monsieur le ministre a été surpris de voir nos chevaux, les installations, ne serait-ce que les aires d'évolution. A noter que cette descente du ministre des Sports dans ce centre spécialisé a également permis de toucher du doigt l'avancement des travaux du Palais des Sports censé abriter la prochaine CAN de handball au Gabon. Ouvrons la page Afrique, tout d'abord en Côte d'Ivoire, et tel qu'annoncé à l'entame, le président ivoirien Alassane Ouattara a créé la surprise en déclinant la proposition des cadres et militants de reprendre la tête de son parti, le Rassemblement des Républicains RDR. Gabriel Ratanga s'en fait l'écho. Le président ivoirien Alassane Ouattara a été cependant désigné président d'honneur du RDR. Au terme d'un discours fleuve de près de 2 heures pour la journée de clôture du congrès, il a proposé Henriette Diabaté, souvent surnommée Tanti, une des figures de mouvement. Elle a été ensuite désignée présidente du RDR sous les acclamations. L'avènement du parti unifié nous donnera les moyens d'aller plus loin dans la consolidation de la cohésion nationale afin de garantir la stabilité politique nécessaire à la poursuite de notre action dans la paix. Le parti unifié aura le mérite de donner confiance. Le président Ouattara a insisté sur l'alliance avec le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédié au sein de la coalition RHDP, Rassemblement aux fouettistes pour la paix, notamment en vue de la présidentielle 2020. Il a notamment assuré vouloir aboutir à un parti unifié dans de brefs délais. Nous n'accepterons pas, de quelque manière que ce soit, que la sérénité des Ivoiriens et des populations vivant en Côte d'Ivoire soit troublée à nouveau. C'est terminé. Je veux dire à certains déstabilisateurs qui n'ont même pas le courage de reconnaître des personnes qu'ils ont envoyées au charbon, je vais leur dire que c'est terminé. Cette volonté politique du chef de l'État qui entend préparer sa succession n'a pas abouti ces 2 dernières années en raison de réticences au sein de son propre parti comme au sein du PDCI, de nombreux courants estimant qu'il faut un candidat par parti à la présidentielle. Au Sénégal, dans une lettre publiée ce lundi par la presse du pays, l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, l'un des principaux opposants au président Macky Sall, a annoncé qu'il renonçait à siéger à l'Assemblée nationale où il avait été élu le 30 juillet dernier. Marina Boissa. Le 14 septembre prochain, c'est la rentrée parlementaire au Sénégal. Une rentrée marquée par plusieurs absences, en tête desquelles l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade et le maire de Dakar Khalifa Sall, en prison pour détournement de fonds. L'ancien président sénégalais, quant à lui, a démissionné ce dimanche de son poste de député. C'est dans une lettre adressée au secrétaire général qu'il a présenté sa démission à l'Assemblée nationale. D'après l'ex-chef de l'État, c'est uniquement dans l'optique de soutenir son parti, le PDS, Parti démocratique sénégalais, la coalition qu'il a pris part à cette compétition. Aujourd'hui, avec 20 députés à l'Assemblée nationale, le PDS est le premier groupe d'opposition au Parlement. Pour l'ex-président, c'est une mission accomplie. Mais selon des analystes, Abdoulaye Wade cherchait uniquement à obtenir une majorité à l'Assemblée nationale pour l'opposition, afin d'obtenir une amnistie pour son fils Karim Wade, condamné en 2015 pour enrichissement illicite. Gracié en juin 2016 par le président Macky Sall, Karim Wade réside depuis lors à l'étranger. Ce jeudi, la séance d'ouverture solennelle devait être administrée par Abdoulaye Wade en sa qualité de doyen des députés, mais son absence fera certainement tâche à l'hémicycle. Cap sur l'Algérie où le président vénézuélien Nicolás Maduro a débuté ce lundi une visite officielle de 24 heures avec au menu la question du pétrole, dossier sensible pour les 2 pays producteurs et une rencontre incertaine avec son homologue Abdulaziz Bouteflika. Retrouvons Marina Boissa. C'est la 2e visite du président vénézuélien en Algérie. En janvier 2015, il s'était déjà rendu à Alger pour un séjour axé sur le pétrole. Nicolás Maduro, en visite officielle de 24 heures, pour cette fois encore, traitera des questions du pétrole, dossier assez sensible pour les 2 pays producteurs. En effet, l'Algérie et le Venezuela, tous 2 membres de l'Organisation des pays producteurs de pétrole, souffrent de la chute depuis 2014 des prix du pétrole.
La baisse des prix du brut a fait fondre d'environ 45% les réserves de change de l'Algérie en 3 ans. Le Venezuela est de son côté englué dans une grave crise économique aggravée par de récentes sanctions américaines. C'est donc fort de ce contexte que Nicolas Maduro atterrit en Algérie. Outre les relations bilatérales, le président vénézuélien et ses interlocuteurs algériens aborderont notamment la situation du marché mondial des hydrocarbures et ses perspectives. Le programme officiel ne fait pas mention d'un entretien entre les deux chefs d'État, car la santé d'Abdelaziz Bouteflika ne lui permet pas de s'afficher publiquement. Affaibli par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral survenu en 2013, son état de santé est source de constantes spéculations en Algérie. Atterri tard dans la nuit à Alger, Nicolas Maduro a été accueilli par le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, deuxième personnage de l'État, avec qui il devait s'entretenir à la mi-journée. Tournons la page Afrique en Égypte, où plus d'1 million de personnes souffrent de l'hépatite C. Pour trouver la guérison, des milliers de malades affluent dans un pays devenu une destination mondiale pour des patients en quête de traitement. Jamila Mbengman nous en dit plus. Comme plus d'1 million d'Égyptiens, Ahmed Nada a souffert de l'hépatite C avant de trouver le chemin de la guérison dans un pays devenu destination mondiale pour des patients en quête de traitement. Le jeune homme de 31 ans a contracté la maladie par accident lorsqu'il a voulu donner son sang. Il s'est donc inscrit sur un site gouvernemental dédié aux patients souffrant de cette maladie, puis a été dirigé vers le centre de soins le plus proche. Le Conseil des ministres a décidé de viser 6 catégories de sociétés égyptiennes. Les étudiants universitaires, les patients des hôpitaux publics, le cadre médical des hôpitaux publics, les personnes qui se rendent aux banques de sang, aux laboratoires et aux prisons. Auparavant, une contamination par l'hépatite C, même diagnostiquée, aurait été à peine prise en charge, voire non traitée. Mais un nouveau médicament bon marché produit en Égypte depuis 2015 et un programme gouvernemental destiné à éradiquer le virus a permis à Ahmed Nada d'être soigné facilement. Il s'agit d'une mesure positive. Les gens doivent se sentir rassurés, que ce soit positivement ou négativement. Franchement, c'est un geste important du ministre de la Santé pour rassurer les travailleurs et les gens en général. Aujourd'hui guéri comme 1,3 million d'Égyptiens, Nada raconte que l'ensemble du processus a été simple dès le moment de l'inscription. Nous avons traité 1 130 000 citoyens égyptiens. Cette affaire a déjà coûté 3,3 milliards de livres égyptiens au gouvernement égyptien à ce jour. Poursuivons avec vos actualités hors du continent. Tout d'abord en France, Emmanuel Macron a été interpellé ce lundi par une jeune Antillaise sur l'action du gouvernement après le passage d'Irma, place du Capitole à Toulouse, lors d'un bain de foule avec ses sympathisants, lui demandant de démontrer que nous ne sommes pas qu'une terre de vacances. Le volet social de la réforme de logement et du travail ont aussi été élaborés, tel que nous le rapporte Jamila Mbengman. Emmanuel Macron s'est offert un long bain de foule ce lundi sur la place du Capitole à Toulouse, où il a passé plus de 3/4 d'heure à serrer les mains des milliers de personnes massées autour de la place. Cette rencontre avec le public n'était pas prévue au programme de sa matinée dans la ville rose, où il devrait présenter le volet social de sa réforme du logement lors d'une table ronde à la mairie. Après une longue visite dans un centre d'hébergement pour mères isolées, le président de la République française, déjà très en retard sur son programme, a décidé d'aller au contact de la population à la veille d'une mobilisation contre sa réforme du Code du travail. Parmi la foule figuraient des militants d'En Marche, le comité local du mouvement ayant appelé ses adhérents à venir afficher leur soutien. Aux quelques critiques contre son mot de fainéant et la gestion de la crise aux Antilles, Emmanuel Macron a répondu pied à pied. Mon combat est pour les gens qui n'ont pas de travail, qui veulent rentrer dans le travail et la stabilité, et pour les jeunes. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, a-t-il répondu à une remarque contre sa phrase sur les fainéants, à une jeune Antillaise qui lui demandait de démontrer que nous ne sommes pas qu'une terre de vacances. Il a répondu que 400 policiers et gendarmes avaient été déployés avant l'ouragan Irma, et dès hier soir, 400 de plus. L'investissement est complet et la reconstruction le sera
fera, rassurez-vous, a-t-il promis. En arrivant sur place, dérogeant à son habitude, le chef de l'État français a longuement répondu à un journaliste qui lui demandait s'il regrettait d'avoir employé le mot de fainéant. Absolument pas, a-t-il retorqué. Restons en France, affaibli et presque inaudible depuis son échec au second tour de la présidentielle face à Emmanuel Macron. Marine Le Pen s'est dite samedi à Brachet, en Haute-Marne, déterminée à redonner de la voix et de la force au FN, miné par des querelles attaquant les insoumis et l'exécutif. Kenny Ongouri. Depuis son échec au second tour de la présidentielle face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen s'est dite samedi à Brescher, Haute-Marne, déterminée à redonner de la voix et de la force à un Front national miné par les querelles. Elle a également évoqué plusieurs changements au sein du parti en prévoyant qu'il portera un nouveau nom et que les mécanismes de son fonctionnement seront rénovés. La nouvelle organisation portera un nouveau nom dont nous aurons pu discuter ensemble lors de nos échanges et que vous aurez choisi. Nos mécanismes de fonctionnement seront rénovés et pourquoi pas, certains le souhaitent, davantage décentralisés. Le climat s'est en effet détérioré pour Marine Le Pen, présente au second tour de la présidentielle face à Emmanuel Macron. Elle apparaît surplantée par Jean-Luc Mélenchon comme tête d'affiche de l'opposition au chef de l'État. Son parti, lui, est divisé malgré des records de voix à la présidentielle et des députés au scrutin majoritaire. Les responsables du parti ne cessent de se renvoyer la responsabilité de l'échec électoral, certains doutant désormais que Marine Le Pen soit leur meilleur atout électoral. Ce nouvel élan exigera de faire émerger de nouveaux talents, de nouvelles personnalités, de nouvelles énergies collectives ou individuelles qui joindront leur enthousiasme au nôtre. Enfin, nous devrons réfléchir à élargir nos capacités d'ouverture aux alliances politiques et électorales dans la foulée de l'élection présidentielle avec ceux qui n'ont pas renoncé à la nation, à la France et à la liberté. La présidente du FN s'en est prise violemment à Emmanuel Macron, la France nomade, et plus encore à Jean-Luc Mélenchon, les islamo-trotskistes, présentant son parti comme l'exacte antithèse du macronisme et le seul en mesure d'incarner la grande alternance dans une France à la situation, selon elle, catastrophique, notamment du fait de l'immigration. Restons en France pour parler cette fois de la 74e Mostra de Venise qui a attribué samedi soir le Lion d'Or du meilleur film à The Shape of Water du réalisateur mexicain Guillermo del Toro, poétique contre fantasmagorique, dis-je bien, et ode de la différence, le coup de cœur des festivaliers. Retrouvons Kenny Ongouri. Dès le début de la compétition, le Mexicain Guillermo del Toro avait jeté un sort sur la lagune avec cette fable d'amour entre une femme de ménage muette et rêveuse et une étrange créature amphibienne. La créature est perçue comme un grave danger pour l'humanité par un terrifiant militaire qui en a la garde. Le réalisateur mexicain de 52 ans qui vit aux États-Unis a dédié son film à tous les réalisateurs mexicains et latino-américains qui rêvent de faire quelque chose en forme de parabole, mais à qui on dit que ce n'est pas possible. C'est possible, a-t-il martelé en recevant samedi soir son prix des mains de la présidente du jury, l'actrice américaine Annette Bening. Je pense qu'il est temps que nous comprenions que vous ne pouvez pas seulement légitimer certains genres. Chaque langue au cinéma, faite avec intelligence, amour et passion, est valable et je pense que c'est très beau pour moi. Ça a été la mission de toute ma vie. C'est donc un bon encouragement, un bel acte d'amour et je pense que c'est quelque chose de nécessaire. La surprise est venue du jeune réalisateur français Xavier Legrand qui a fondu en larmes en engrangeant 2 prix, celui de la meilleure première œuvre et du Lion d'argent, de la meilleure mise en scène pour Jusqu'à la garde. Le film classique mais efficace, brouillant habilement les pistes, traite des violences faites aux femmes. Je sens qu'on m'invite à rejoindre un art que j'essaie de maîtriser, que j'essaie de travailler, que je découvre aussi parce que je suis un acteur de théâtre à la base. Et voilà, donc je le prends avec toute humilité et puis mon émotion... Voilà, je pense que ça suffit pour expliquer dans quel état je suis aujourd'hui. Oui. S'expliquant sur le choix d'un sujet aussi grave, Xavier Legrand a dit qu'il ne pouvait pas attendre face à l'urgence de cette situation. Le scénario sur un couple qui divorce est né d'un court-métrage nommé aux Oscars en 2014.
Allons en Norvège. Les bureaux de vote ont ouvert ce lundi dans le pays dans le cadre des législatives décrites comme un thriller électoral opposant l'équipe de droite sortante et à la gauche. Gabriel Ratanga s'en fait l'écho. Les bureaux de vote ont ouvert à 9h, 7h heure GMT et fermeront à 21h, 19h heure GMT, heure à laquelle les premiers résultats partiels seront publiés. Le bloc dit bourgeois, emmené par la première ministre conservatrice Erna Solberg et l'opposition conduite par le travailliste Jonas Gahr Store, sont à coude dans les derniers sondages. Seul un siège sur 169 les sépare pour obtenir la majorité selon une compilation des enquêtes d'opinion réalisées par Pulse of Pulse. Le plus grand thriller électoral depuis de nombreuses décennies dans le riche royaume nordique de 5,3 millions d'habitants, consacré pays le plus heureux au monde, dans un très officiel rapport de l'ONU publié en mars. Au pouvoir depuis 2013, le gouvernement regroupant conservateurs et populistes light du Parti du progrès anti-migration a fait campagne sur la promesse de la continuité, s'engageant à poursuivre les baisses d'impôts pour soutenir une économie convalescente après l'effondrement du prix du pétrole. En face, Store, un millionnaire diplômé de Sciences Po Paris, promet un relèvement des impôts accordés aux plus riches pour consolider l'État-providence, cher aux Norvégiens, et réduire les inégalités. Plus d'1 million d'électeurs sur 3,76 millions d'inscrits ont aussi recouru au vote anticipé. Cap sur les États-Unis et tel qu'annoncé à l'entame, le président américain Donald Trump a observé ce lundi une minute de silence depuis la Maison-Blanche pour marquer le 16e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Retrouvons Jamila Mbegman. Accompagné de sa femme et de nombreux collaborateurs, le président américain Donald Trump a commémoré ce lundi à la Maison-Blanche le 16e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Donald et Melania Trump se sont recueillis en silence dans les jardins de la Maison-Blanche à 12h46 GMT, l'heure à laquelle le premier avion de ligne détourné par Al-Qaïda a percuté l'une des deux tours jumelles du World Trade Center new-yorkais. Le drapeau flottant sur la Maison-Blanche était en berne en mémoire des victimes de ces attentats qui ont fait près de 3000 morts aux États-Unis, dont une immense majorité à Manhattan. Donald Trump, qui participait à sa première cérémonie du 11 septembre depuis son arrivée au pouvoir, devait ensuite se rendre au Pentagone en compagnie du secrétaire à la Défense Jim Mattis. Au même moment, une minute de silence a été également observée en de très nombreux lieux à travers les États-Unis et en particulier à Green Zero à New York, à l'issue de laquelle a débuté la lecture par ordre alphabétique du nom de toutes les victimes de ces attentats. Le 11 septembre 2001, 19 pirates de l'ère Al-Qaïda avaient détourné 4 avions de ligne pour les précipiter sur les tours du World Trade Center à New York, sur le Pentagone, près de Washington et dans la campagne de Pennsylvanie, à Shanksville. Et puis en Colombie, le pape a terminé ce dimanche sa visite en l'appelant à changer la culture de la mort pour consolider la paix après les accords signés avec les dernières guérillas du pays pour clore une guerre fratricide de plus d'un demi-siècle. Le récit de Gabriel Ratanga. À la culture de la mort, de la violence, répondons par la culture de la vie, de la rencontre, a lancé François à Carthagène des Indes, lors de la dernière messe de son voyage qu'il a achevé avec un œil au beurre noir suite à un coup de frein de sa papa mobile, seul incident de la visite. Le souverain pontife promoteur de la paix signé avec la guérilla des FARC et du cessez-le-feu avec l'ENL s'est fait l'apôtre d'un accord pour vivre ensemble d'un pacte social et culturel. Rappelons que cela fait des décennies que la Colombie cherche la paix à tâtons. Plutôt après la prière de l'Angélus dans l'église de San Pedro Claver, un jésuite comme lui et défenseur des esclaves dans les Caraïbes colombiennes du XVIIe siècle, François avait appelé à trouver une issue au Venezuela. Le reiteré que Colombia sera siempre. J'ai répété que la Colombie serait toujours une terre d'accueil et que nous serons les meilleurs alliés dans la recherche d'une solution pour la grave crise qui affecte nos frères vénézuéliens. A nuestros hermanos venezolanos. Le prometí que no cesaremos. Je lui ai promis que nous n'allions pas cesser un instant de travailler à la construction d'une paix stable et durable. En dernière étape, François a choisi Carthagène, la perle touristique et coloniale des Caraïbes,
mais aussi la ville colombienne où les inégalités sont les plus criantes entre hôtels de luxe et bidonvilles. Collé à la piste de l'aéroport international San Francisco, illustre le fossé social qui divise Carthagène où le taux de pauvreté est le plus élevé du pays et dont le maire ainsi que d'autres responsables sont emprisonnés pour corruption. Le rappel des titres à présent. Au Gabon, vous l'avez vu, encore quelques petits réglages et le pays intégrera le processus de Kimberley. Le ministre des Mines a reçu une délégation d'experts ce lundi venus s'enquérir du niveau des préparatifs du Gabon pour rejoindre ce système de certification de diamants bruts. Nous étions en Côte d'Ivoire où le président de la République Alassane Ouattara a pris le contre-pied de ses militants en déclinant l'offre de la présidence du Rassemblement des Républicains RDR, proposant contre toute attente à la clôture du congrès du parti Henriette Dagri Diabaté, 82 ans, qui a été élue par acclamation. Et nous étions à l'instant aux États-Unis où Donald Trump a observé ce lundi une minute de silence depuis la Maison-Blanche pour marquer le 16e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Le drapeau flottant sur la Maison-Blanche était en berne en mémoire des victimes de ces attentats qui ont fait près de 3000 morts aux États-Unis. Voilà pour l'essentiel de cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.